Dimitri Pavlenko. 8h40, tout juste nommée première ministre, Elisabeth Borne face à une double urgence politique. D'abord former son gouvernement. Elle a passé 3 heures hier à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour phosphorer sur le casting. Le premier conseil des ministres, nous dit-on, devrait avoir lieu demain ou vendredi. Ça va donc aller relativement vite. Ensuite, la bataille des législatives. Ça va être personnellement, pour elle, la première fois qu'elle se frottera au suffrage universel. Elle se rendra à Vire ce week-end, se frotter à ses électeurs où elle est attendue de pied ferme là-bas. Ensuite, viendront très vite les premières décisions. Tout en haut de la pile des priorités, le social, alors que le chômage pourrait avoir touché le plancher. Est-ce que la baisse du chômage est sur le point de se terminer dans cette séquence aussi d'inflation qui est très ennuyeuse? Parce qu'autant le chômage, ça concerne les chômeurs, l'inflation, ça concerne tout le monde. On en parle ce matin avec nos 3 éditorialistes du jour. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Fergan Azieri est avec nous également. Bonjour. Fergan. Essayiste, je signale le titre de votre dernier ouvrage, Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée. Il paraît que ça marche très bien. Tiens, on parlera peut-être des étudiants d'AgroParisTech. Oui. Cette petite, il y a beaucoup à dire. Ça a pas mal tourné cette petite vidéo, je vous en parlais tout à l'heure. Bruno Cotresse est avec nous aussi, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Tiens, je commence avec vous Bruno Cotresse. Est-ce qu'on a des données d'opinion publique depuis la nomination d'Elisabeth Borne? Alors il y avait eu ce sondage IFOP nous apprenant que pratiquement un Français sur 2, 45%, ne la connaît pas, ne sait pas qui elle est. Oui, on va commencer à avoir des premières données dans les heures qui arrivent, effectivement. Alors, il y a la question de la notoriété. C'est vrai que pour le moment, elle est très peu connue, même si elle est au gouvernement depuis 5 ans. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de membres du gouvernement dont les Français ont appris l'existence pratiquement quand ils ont quitté leurs fonctions. Donc, effectivement, il y a un premier enjeu pour elle qui est un enjeu de notoriété. Maintenant, c'est fait. Les Français connaissent le nom de la nouvelle première ministre. Mais il y a un autre enjeu beaucoup plus important, c'est surtout l'image d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire qui est-elle finalement, qui va-t-elle devenir comme Premier ministre? Ceux qui la connaissent sous le volet technique, sa compétence qui est louée par tout le monde, mais il y a un enjeu pour elle qui est de devenir politiquement la Première ministre. Quand Édouard Philippe avait été nommé aussi, peu de gens le connaissaient, et puis il est devenu Édouard Philippe, ce personnage maintenant qui est bien campé, que les Français connaissent bien. Donc il y a un vrai enjeu pour elle, c'est d'inventer le personnage d'Elisabeth Borne, Première ministre. Et on ne sait pas très bien comment elle va s'y prendre parce qu'elle a à côté d'elle un Emmanuel Macron qui visiblement a continué d'avoir envie de prendre toute la place. Oui, et c'est une personnalité peut-être beaucoup plus écrasante. Et puis évidemment, il arrive en début de second quinquennat. Je faisais un peu l'agenda, Vincent Trémollet de Villers, d'Elisabeth Borne pour les jours et semaines à venir. Alors, c'est vrai qu'on se dit que l'urgence politique va prendre le dessus sur les gros dossiers, les dossiers un peu plus techniques, la réforme des retraites, qui n'a rien d'urgent en réalité, mais la question du paquet pouvoir d'achat qui doit arriver assez rapidement dans ce contexte d'inflation, de possibles resserrements monétaires qui approchent. On se dit qu'on perd quand même pas mal de temps là, avec ce qui se présente. Oui, il y a des urgences économiques qui s'imposent à nous. Il y a quand même une urgence politique qui ne doit pas être oubliée et qui va être, à mon avis, la grande charge d'Elisabeth Borne. Et ça, quand on voit son profil, elle ne paraît pas au début la mieux disposée pour faire ce qu'il y a à faire. Peut-être y parviendra-t-elle, c'est-à-dire réconcilier un pays profondément divisé. Ce qu'a révélé l'élection présidentielle, c'est une France où vont s'opposer les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les villes contre les campagnes, les banlieues contre les centres-villes. Et c'est ça. Le grand défi du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de faire en sorte que ces fractures ne s'étendent pas et ne deviennent pas tellement sédimentées qu'on ne puisse plus jamais faire en sorte que cet archipel, comme l'a décrit Jérôme Fourquet, forme un nous commun. Est-ce que gouverner modeste, jouer la carte de la technicienne, prompte à discuter avec des syndicats? Le seul élément que l'on a aujourd'hui en trait d'image d'Elisabeth Borne, c'est la compétence. Oui. Avec quand même une teinte de gauche, puisqu'elle a un parcours de gauche, qu'elle a travaillé... Oui, mais elle a mené des réformes de droite. Elle a mené des réformes que la droite aurait dû faire. Voilà. Mais on peut dire que c'est une gauche gestionnaire qui pense que avant de redistribuer, il faut produire. Si on veut essayer de définir. Oui. Mais ensuite, quel est l'imaginaire politique d'Elisabeth Borne sur un certain nombre de sujets immatériels qui comptent aussi dans la psychologie d'un peuple? Ça, on n'en sait rien. On peut penser aujourd'hui, la facilité consistera à la classer chez les technocrates, c'est-à-dire chez des gens qui se dégagent de ces sujets-là, considérant qu'ils sont secondaires,
pour se concentrer sur des sujets plus techniques et budgétaires. Et moi, je ne crois pas que ces sujets sont secondaires. Je pense qu'ils sont centraux et que Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a compris à la fin de son premier mandat. Et donc, il faudra que dans la composition de son gouvernement, et peut-être lui, dans les discours qu'il va prononcer, dans la vision qu'il va définir, il réponde à cette division profonde du corps social français, parce que sinon, on ira de polémique sur la réforme des retraites, en polémique pour savoir comment on fait sur les problèmes de pouvoir d'achat, mais le mal français n'aura pas été attaqué à la racine. Je voudrais m'arrêter sur un dernier sujet, je pense que Fergan, ça l'intéresse, le périmètre de l'État. Qui en parle ? Qui, aujourd'hui, dans la campagne, et depuis qu'on attend le gouvernement, dit à quoi doit servir l'État, où il commence, où il s'arrête? C'est comme une question essentielle, et là, pour le coup, qui sépare la droite de la gauche, et je suis bien incapable de vous dire ce qu'en pense Elisabeth Borne. Fergan Aziari. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Vincent, à ceci près qu'il faut, à mon avis, éviter de surestimer la portée de la nomination d'Elisabeth Borne. Il faut se rappeler que nous sommes en France, que la Ve République donne la primauté au pouvoir présidentiel, et que le Premier ministre n'est généralement qu'un exécutant, et donc il faut quand même se souvenir que la plupart des décisions sur les dossiers les plus sensibles sur le plan économique et social, les retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat, le marché du travail, enfin toutes ces réformes-là seront quand même in fine, à mon avis, arbitrées davantage depuis l'Élysée que depuis Matignon. Donc il faut quand même, je crois, faire attention au fait que de ne pas donner trop d'importance à cette nomination, d'autant que Emmanuel Macron, en dépit effectivement des discours qui disait qu'il avait changé de posture, de stratégie politique, semble finalement décider à maintenir une espèce de schéma politique jupitérien où il confine justement le poste de Premier ministre à un rôle de technocrate finalement sans envergure politique, si effectivement laisse penser que là encore les décisions seront prises davantage à l'Élysée qu'à Matignon. Maintenant, pour revenir sur les dossiers, moi je ne suis pas convaincu, si vous voulez. Vous disiez tout à l'heure que la réforme des retraites n'a pas beaucoup, n'a rien d'urgent. Je pense que ça fait partie des réformes les plus urgentes au contraire à mener, en particulier si on s'intéresse à la question du pouvoir d'achat, parce que tout est lié. La question du pouvoir d'achat, elle dépend bien sûr de la capacité d'une économie à être toujours plus productive, compétitive, innovante, c'est une chose, mais elle dépend aussi et du périmètre de l'État, la manière dont l'État s'organise, puisque c'est le périmètre de l'État qui va déterminer notamment la pression fiscale, la dépense publique, donc tout ça est lié à la question du pouvoir d'achat, en sachant que la réforme des retraites, à mon avis, est la mère de toutes les réformes, puisqu'il faut quand même se souvenir que plus de la moitié de l'augmentation des dépenses publiques sur ces dernières décennies, c'est imputable aux dépenses de retraite. Oui, mais quand même, si je peux me permettre, Fergan Aziari, et Fabien Roussel l'a rappelé tout à l'heure, 7 Français sur 10, plus de 2 sur 3, sont hostiles à cette idée de travailler plus longtemps. On lit même des argumentaires nous expliquant là que, avec la possible remontée du chômage, faire travailler les gens à 65 ans, c'est des postes en moins qui ne se libéreront pas pour les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Ces jeunes, les pauvres, qui déjà en 2020 n'ont pas pu entrer sur le marché du travail. Il y a une question de timing en fait politique qui tombe très mal là pour cette réforme. Vous avez raison, mais je pense que la question est mal posée en réalité, parce que je pense que la réforme des retraites, c'est une question bien plus subtile, savoir si oui ou non il faut travailler plus longtemps. Il faut se souvenir que le péché originel de notre système de retraite, c'est que depuis le régime de Vichy, nous sommes dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs financent directement les seniors, et donc c'est ce système-là qui asphyxie petit à petit les actifs, puisqu'en raison des dynamiques démographiques que vous connaissez, le vieillissement de la population, on a là encore des dépenses de retraite qui s'alourdissent et donc des prélèvements obligatoires qui augmentent. Ce qui était quelque chose qui était déjà perçu à l'époque où on a mis en place ce système de retraite. On sait très bien qu'il y a une solution pour sortir par le haut de cette situation, ce serait de mener une transition vers un système qui promeut davantage l'épargne capitalisée. Et le problème, vous avez raison de le souligner. Ça des fonds de pension, je veux le dire oui, notamment. Alors, pas forcément, ça peut prendre. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, achète un appartement pour le mettre en location afin de financer ses séjours, c'est aussi de l'épargne capitalisée. Donc ça peut effectivement prendre diverses formes. Le problème, en effet, c'est que cette hypothèse, qui est l'hypothèse la plus crédible, fait l'objet d'une hostilité générale. Elle n'est même pas évoquée. Elle n'est même pas évoquée. C'est la preuve. Il y a un vrai problème de timing, effectivement, à la fois sur la réforme de l'État et puis sur ces réformes sociales. On sort quand même d'une série de crises, et c'est vrai que ça a terriblement contraint l'agenda de la fin du mandat d'Emmanuel Macron et aussi son horizon du deuxième mandat. Sur la réforme de l'État, il y a eu tout un ensemble de réflexions qui ont été conduites pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il y a même eu
un comité de réflexion sur la réforme de l'État, mais on est clairement aujourd'hui dans une dimension de l'opinion publique qui est très très peu orientée sur ces questions-là. Voilà. Sa passation de pouvoir, Jean Castex, pendant, je dirais, au moins la moitié du discours qu'il a prononcé pendant la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, il a rendu un hommage très appuyé au service de l'État, aux fonctionnaires, aux services publics, en disant que les Français devaient mesurer la chance qu'ils avaient de vivre dans un pays qui a des services publics qui ont permis de résister à toutes les crises. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une autre dimension que celle de la réforme de l'État. Mais la question qui se pose, parce que ce que disait Fergan, en fait, et je trouve illustre assez bien le sujet, à savoir que on entend des Français nous dire non mais là, la réforme des retraites, ça n'est pas le moment. On aurait pu parler du nucléaire. Les Échos titrent ce matin sur ce problème que l'on va avoir d'un parc nucléaire au ralenti peut-être pendant des années. Ah là là, il faut conduire la transition énergétique, ça va coûter 10 milliards par an. Ah mais non, mais c'est pas le moment. Il y a l'urgence du pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que ce sont des solutions qui probablement ne convaincront pas tout le monde parce que ce sont des cautères sur des jambes de bois. Et alors, on arrive en fait, je pense, à ce qui est le problème fondamental d'Elisabeth Borne, Vincent Trémollet de Villers. Par où va-t-elle commencer? Sur quel écueil ne tombera-t-elle pas? Parce que quel que soit le sujet dont elle se saisira, il y aura des oppositions difficilement surmontables. Il est certain qu'il y a depuis... La France ingouvernable. Il y a une jurisprudence du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que les Français ont vérifié dans leur vie quotidienne et dans leur portefeuille la possibilité que l'État avait de remplir ce portefeuille dans des circonstances exceptionnelles. C'était la preuve que le politique, ça marche finalement. Oui, le politique n'est pas à partir de ce moment-là, pourquoi un état d'urgence ne succéderait pas à un autre état d'urgence? Il y avait un état d'urgence sanitaire quand on est une crise économique, là il y a un état d'urgence sécuritaire à cause de la guerre en Ukraine quand on est une autre crise économique, et puis après ce sera un état d'urgence écologique, j'en sais rien. Mais où à la fin, on revient à ce réflexe. Donc ça c'est vraiment un des effets délétères du quoi qu'il en coûte, et il va être extraordinairement difficile d'en sortir. On n'en sortira pas avec un discours d'orthodoxie budgétaire tel qu'il était prononcé il y a 5 ans. Ça, à mon avis, ça n'est plus audible. Mais donc, il faut que cette réforme entre dans une vision, dans un projet beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux. Tout à l'heure, vous disiez, c'est la mère de toutes les batailles, mais c'est la mère de toutes les batailles économiques. Parce qu'un pays où l'âge de la retraite devient le pivot de toute doctrine politique, ça montre quand même la vitalité de ce pays. Imaginez deux jeunes de 20 ans qui disent « Moi, je vais aller à gauche parce que je veux pas la retraite à 65 ans » et l'autre dit « Moi, je vais aller à droite », mais ça n'existe pas. Personne ne s'engage pour ça. Mais vous savez, on a entendu la même chose, Vincent Trémollet de Villers, pendant la campagne. Oh, quand même, c'est barbant. Je dis pas que c'est barbant, je dis que c'est la mère des batailles économiques, mais que l'économie ne résume pas la politique. C'est ça que je dis. Et que donc, ça doit s'articuler dans un projet plus large. On a entendu une campagne centrée sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça dit de la France? À quel point, où sommes-nous tombés, nous, le soi-disant peuple politique? Oui, mais le problème, c'est que qu'on parle de la retraite, qu'on parle du pouvoir d'achat, on voit que ça confine à la crise existentielle nationale, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire la promesse du capitalisme, la promesse de l'après-guerre, celle du progrès social, celle de l'ascension sociale. Eh bien, elle n'est plus tenue. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave que les Français ressentent au fond d'eux-mêmes. Enfin, je veux dire, le débat permanent sur le déclin, sur la France est-elle en pente douce? C'est un signe. C'est un symptôme. Que l'âge de la retraite, c'est-à-dire ce qui va annoncer l'été indien de la vie, devienne le seul objectif d'une existence. Et ça, c'est quand même une preuve de fatigue. Alors je vois Fergan et Bruno Cotresse qui souhaiteraient agir. C'est là où la question est vraiment très compliquée sur la question des retraites. On ne peut pas la décorréler, effectivement, de tout ce qui vient d'être dit. Le sentiment que le système ne fonctionne pas non plus dans sa capacité d'ascenseur social et de méritocratie. Nous, c'est vraiment des phénomènes qu'on étudie dans le cadre de notre enquête à Sciences Po, le baromètre de confiance politique. On voit que un des cœurs, un des foyers de la défiance politique à la française, c'est ce sentiment d'une société française qui ne traite pas bien les gens. Effectivement, on ne peut pas le décorréler de la question de la retraite, parce que c'est ça qui est en toile de fond. Dans quel état on arrive aussi à l'âge de la retraite? Quand on a demandé, nous, aux Français, comment ils trouvaient que la société française les traitait, on leur a proposé 5 mots positifs et 5 mots négatifs. Le premier mot qui apparaissait, le mépris. Voilà, le sentiment que la société vous traite avec mépris. Donc, et ça, Jean-Luc Mélenchon fait mouche en parlant de maltraitance sociale. Tant qu'on ne traite pas ce problème, c'est vrai que les réformes structurelles, elles vont buter à un moment donné sur un obstacle. Comment les Français l'aperçoivent. Fergan Aziari, alors comment on traduit ça? Les Français sont anticapitalistes, sont des déçus du capitalisme. C'est le problème fondamental, qui explique ce dont on parlait avec Vincent Trémollet. Vous avez raison, effectivement, qu'aujourd'hui, la plupart des difficultés de la France sont imputées au capitalisme. C'est même le diagnostic que pose Emmanuel Macron, puisque dans un entretien
au confrère du Point, lorsqu'on lui pose la question de l'origine de la crise existentielle qui caractérise l'Occident, eh bien, il se veut marxiste dans son diagnostic en accusant le capitalisme d'avoir créé des inégalités, des déséquilibres que nous payerons aujourd'hui. Ce qui est un diagnostic assez franco-français finalement. C'est-à-dire que cette défiance à l'endroit du capitalisme, vous ne la retrouvez pas en Suisse, vous ne la retrouvez pas tout de même aux États-Unis, il y a beaucoup d'économistes d'économistes de gauche qui tiennent ce discours-là. Vous avez raison, mais Patrick Artus en France, qui est un libéral, se caractérise quand même par une plus grande défiance vis-à-vis par rapport à ses voisins à l'endroit de l'économie de marché. Et pour moi, cette défiance, ce procès est d'autant plus orwellien qui se tient dans le pays le plus dirigiste, le plus fiscalisé, le plus centralisé du monde développé. Donc je ne pense pas qu'il faille inverser les causes et les effets. Malheureusement, effectivement, nous cherchons toujours le coupable au mauvais endroit. Si depuis 20 ans, on se caractérise par une croissance économique atone, effectivement, qui a des effets sur la mobilité sociale, je ne crois pas que ce soit la faute du capitalisme. Je crois au contraire que c'est la conséquence des contradictions de notre modèle social que pourtant nous ne voulons pas réformer. Et puis on attend de l'économie des choses qu'elle ne peuvent pas donner. Il y a des inquiétudes matérielles prégnantes qui sont centrales pour les citoyens, mais à celles-ci s'ajoutent des inquiétudes immatérielles et qui ne sont jamais prises en compte par le politique. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Mais est-ce que les inquiétudes immatérielles... Elles sont liées. Mais il faudrait les exprimer les deux et les considérer les deux. Très intéressant. Merci à tous les trois d'être venus ce matin. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, Fergan Aziari, Les écologistes contre la modernité, votre dernier livre, et Bruno Cotresse du C8POF. Merci à tous les trois. Bonne journée.